Et le problème dans ce continuum entre d'un côté autisme et de l'autre neurotypique, il y a toute une variation et plein de gens là-dedans. Et c'est où est-ce qu'on va mettre le curseur là-dedans. Donc c'est notre difficulté, et qualifier quelqu'un oui ou non, ça va être compliqué, surtout en France où c'est encore très psychanalyste et où peu de professionnels connaissent l'autisme. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode. Le premier qui était un peu la base test, mais qui était un magnifique entretien avec Mathieu Play. Le deuxième en 2 épisodes avec Élodie Crépel et plusieurs personnes encore à attendre sur les rangs. Pour cette fois-ci, je suis ravi de retrouver Philippe Narang, un psychiatre qui vient nous parler de ce monde merveilleux, ce qui est quand même exceptionnel, et je suis vraiment très touché parce que à la fois c'est un monde complexe, ce sont des métiers qui sont pas faciles d'accès de part et d'autre, et qui requièrent qu'on ait tout le monde autour de la table pour parler de ces univers polychromes, enfin que ce soit la douance, le TSA, le TDAH ou autre chose. Donc je suis absolument ravi d'avoir ce nouvel entretien. Philippe, je vous passe la parole, je vous laisse vous présenter. Ce que je fais un peu à chaque fois, c'est toujours compliqué pour moi de présenter les gens, soit je dis pas assez, soit je le dis mal. Alors moi je suis donc psychiatre. Alors, a priori, vocation précoce d'après ma mère, puisque à l'âge primaire, je voulais être psychiatre déjà. Comment dire donc, j'ai fait ma formation études médicales, spécialisation en psychiatrie. Et puis, d'emblée, j'ai fait les thérapies comportementales. Je me suis intéressé après aux surdoués, ensuite aux enfants avec et adultes avec troubles attentionnels. Et en 2005 à peu près aux personnes avec autisme. Et toujours dans mes centres d'intérêt, c'est aussi la phytothérapie, l'aromathérapie et puis la médecine conventionnelle dans laquelle je suis formé. Alléluia. Quand on en a échangé, quand je vous ai contacté, en fait, vous me disiez que vous aviez envie de transmettre, parce que bientôt, si j'ai bien compris, vous allez partir à la retraite. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça aussi, c'est votre parcours, votre témoignage en tant que praticien vu de votre côté, mais praticien atypique quand même, sur un sujet qui est très pathologisé, très médicalisé. Je parle autant de la douance que pour les personnes avec autisme, et beaucoup s'en débattent, avec des débats soit intra-métier, psy, neuropsy, psychiatre, et ceux qui font de l'accompagnement, soit intermédiaires, comme s'il fallait opposer des métiers aux autres, ce que je trouve absolument très bête, parce qu'on a besoin de tout le monde, et surtout on a besoin de l'intelligence de tout le monde, et de faire bien le job, parce que c'est vraiment complexe. Et que je vois, moi j'étudie aussi la médecine avec des médecins, qui j'espère vont venir sur la chaîne, c'est prévu, c'est-à-dire que les atypiques ne fonctionnent pas comme ça au niveau du métabolisme, du psychique, de la structure psychologique, de tout le fonctionnement endocrinien et tout le bazar qui va avec. Ok. Alors, c'est vachement... Comment dire ? Bon, enfin bon, il y a beaucoup de questions dans une seule phrase. Ouais. Les personnes douées, le problème des médecins, c'est qu'on a un biais de recrutement. On ne voit que les gens qui vont mal. Les doués qui vont bien, on les voit pas. Pareil pour les personnes avec autisme, il y a des tas de personnes qu'on ne voit pas, qui vont bien, qui fonctionnent bien, parce que l'environnement s'adapte bien. Et quant aux personnes avec autisme, faut que ces personnes sortent du champ de la psychiatrie et du champ de la médecine. Ça fait partie de la biodiversité. Façon de penser différente, façon de voir les choses différentes avec ses qualités et ses défauts.
mais il faut que ça sorte du champ de la médecine. Il faut simplement que l'environnement s'adapte à ce type de fonctionnement. Ou autrement dit, et l'image que j'aime bien, c'est les personnes avec autisme sont comme des caméléons sur un tissu écossais. C'est pas la faute du tissu, c'est pas la faute du caméléon, mais il faut juste que le tissu s'adapte aussi au caméléon. On n'est pas arrivé. Ouais, bon. Alors transmettre, s'il y a des médecins qui écoutent, ce serait vraiment d'élargir la palette d'outils. On a nos médicaments, on va dire, synthétiques, et utiliser une palette d'outils en phyto, aroma ou autre, homéopathie ou autre palette, c'est vraiment un plus dans le service rendu à la santé publique, à la santé des patients et à la nôtre aussi parce que c'est extrêmement gratifiant. Qu'est-ce que vous voyez de la contribution de ces approches qui à la fois, on parle à la fois de modèles et de paradigmes, hein, parce que ça touche les représentations et les croyances, et des contributions pour les personnes concernées. Et est-ce que vous distinguez dans les personnes concernées les personnes HPI, les personnes avec autisme, les personnes TDAH ou les multi machins, qui est une combinatoire de combinatoires, donc un bazar encore plus complexe, avec possiblement des choses qui s'opposent. Moi, j'accompagne aussi des autistes supérieurs, des choses qui s'opposent avec l'énergie du HPI, l'énergie du TSA, l'énergie du TDAH, et puis s'il n'y a pas de H, en plus, on ne le voit pas, et puis les projections de cartographie de base, mais absolument inappropriées pour ces personnes-là, qui peuvent être très vite instrumentalisées, avec de la maladresse souvent, parfois de la malveillance. Je sais pas si j'ai compris la question, mais alors pour moi c'est un grand bazar aussi, c'est-à-dire que sur tout ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux, que ce soit troubles attentionnels, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyscalculie, les autismes, on a en point commun les facteurs environnementaux, les facteurs génétiques, on a en point commun les mêmes traitements, c'est rééducatif derrière. Donc je pense que ça fait partie d'un package avec des expressions différentes et souvent c'est associé, on a des multi ou des pluridis. Donc pour moi c'est le grand bazar avec des expressions différentes. Voilà à peu près ce que je pourrais dire de ce qu'on peut lire actuellement. Comment vous distinguez les facteurs environnementaux des facteurs génétiques? C'est pas un distinguo, ça fait partie. Il y a des personnes avec une génétique qui sont plus sensibles ou moins sensibles aux facteurs environnementaux, mais il y a une corrélation entre l'imprégnation des parents de perturbateurs endocriniens et l'incidence de naissance avec troubles neurodéveloppementaux. On a les corrélations en études. Comment on appelle ça? Épidémiologie. Épidémiologique, voilà, merci. Et on a aussi les modèles animaux. C'est-à-dire que si on donne aux rats et aux souris des perturbateurs endocriniens, dans la descendance, on a plus de modèles de petits rats qui ne socialisent pas, donc troubles du spectre de l'autisme, et de petites souris hyperactives qui courent partout, qui tombent dans l'eau et qui recommencent. Donc là-dedans, vous mettez quelque chose qui est originé à la naissance. Et possiblement, moi, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis longtemps, sur l'impact de la vie intra-utérine, y compris la manière dont la naissance se passe, sur la nature, la manière dont va se développer les enfants. Enfin, on le sait avec le microbiote aussi, les enfants sont... Donc, quand je dis les facteurs environnementaux, c'est le microbiote, c'est les perturbateurs endocriniens, c'est probablement les métaux lourds aussi, ce sont les facteurs de stress. C'est l'environnement qui modifie l'expression des gènes. Et l'éducation. Alors, l'éducation vient tardivement, donc je suis pas sûr qu'il y ait... Alors, oui et non. On a aussi des enfants en carence affective qui effectivement peuvent développer des signes autistiques. Oui. Donc, mais alors l'éducation, je le mettrais dans l'environnement à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est l'environnement globalement qui influe sur l'expression génétique.
J'ai une amie médecin qui a plein de diplômes avec laquelle je bosse, qui me disait dans ses recherches, elle vient de faire un DU de médecine interne sur maladies auto-immunes et neurodiversité, qu'elle pense que l'épigénétique pour les personnes à neurodiversité est totalement différente que les neurotypiques. C'est possible, hein, ça reste à étudier. Hein. Mais c'est une piste dont j'avais pas entendu parler non plus. Ou historiquement, quand j'ai fait mes études, il y avait les tenants de la génétique pure et dure qui disaient tout vient des gènes. Il y avait les tenants de l'environnement qui disaient c'est l'éducation, c'est autre chose. Et en fait, pour se rendre compte 20 ou 30 ans après que les deux ont raison et qu'il y a une influence et que c'est global. Bah, ça me paraît évident. Enfin, mais... Oui, mais... Enfin, pardon, on peut pas être monolithique à ce point-là. Ouais, mais... Ouais, je sais. Qu'est-ce que vous ramenez de bizarrerie ou d'étrangeté auquel vous avez été exposé dans votre pratique qui sortait de la concevabilité de tous ces sujets? Les bizarreries, c'est tous mes présupposés qui sont tombés. Je me rappelle d'une personne pour laquelle je faisais un bilan et de façon accessoire, je lui demande quel est son métier. Il me dit je suis manager. Et je lui dis mais oh là là, ça doit être compliqué pour une personne avec autisme. Et il lève les yeux au ciel, l'air de dire pour un spécialiste de la question, c'est très con. Il me dit non, il suffit d'appliquer les méthodes. Quand je complimente quelqu'un, c'est en public. Quand j'ai un reproche à faire, c'est en privé. S'il est meilleur que moi, je le fais monter. Tout le monde veut travailler avec moi. Donc, l'un de mes présupposés qui tombe, c'est effectivement qu'il y ait des métiers relationnels qui soient pas accessibles aux personnes avec autisme. En fait, c'est beaucoup de présupposés qui sont tombés. Donc, il y a des enseignants, il y a même des journalistes et il y a même des dans les multinationales, il y a comment on appelle ça, un comité directeur, mais qui était les cas dirigeants. Ouais, qui était un dirigeant d'une multinationale, donc c'est hautement politique. Et bon, il m'a expliqué comment il gérait ça. Est-ce que ce gars-là en particulier, c'est un HPI? Ah ben oui, bien sûr. Alors, les personnes avec autisme sont des êtres humains, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dans tout le spectre HPI, normal, et puis inférieur. Enfin, je veux dire, on a beau être autiste, on en est pas moins un être humain. Ah oui. Enfin, moi, c'est ce que je vois aussi, c'est-à-dire que si l'autiste, en fait, soit il peut se faire aider sur les habiletés sociales, soit il trouve lui-même ses habiletés sociales, et l'avantage du monde neurotypique et de ses limites, c'est qu'il est prévisible. Si on télécharge la prévisibilité, et je dis souvent qu'on est des expatriés dans un monde étranger, en fait, on renvoie juste qu'attendent les autres une fois qu'on les a repérés. On passe sous le radar ce qu'on sait à peu près bien faire, et ça peut rouler, hein. Tout à fait, ouais. Est-ce que vous faites des différences? Je suis pas assez bon sur le sujet. Moi, je garde pas la cartographie du DSM-5 sur l'autisme, mais en particulier entre autisme de haut niveau et autisme Asperger. Faut que je travaille encore le sujet. En fait, moi, je suis psychiatre libéral et mon problème, c'est surtout d'aider les gens et qu'ils aillent mieux. Tout ce qui est étiquetage ou cartographie internationale, c'est vraiment fait pour la recherche. Si on veut tester un médicament, il faut que toutes les équipes soient d'accord sur les définitions et les critères. Mais en dehors de ça, les critères internationaux ont toujours 10 ou 20 ans de retard. Il faut qu'il y ait un consensus. Donc, non, enfin, j'ai jamais regardé le DSM-3 et la classification internationale. Et je fais pas la différence dans la mesure où le traitement derrière est toujours c'est pas toujours le même, mais le même. Donc, pour moi, je fais un grand package et puis je classifie pas. En gros, j'aime bien le terme de spectre du trouble de l'autisme
il y a une variation et l'étiquetage n'a pas d'importance en pratique individuelle ou clinique. Alors, qu'est-ce qui marche? Parce que vous dites qu'il y a des trucs qui marchent pour les personnes avec autisme. Alors, sur l'autisme, c'est l'adaptation de l'environnement. Il faut que le conjoint comprenne, il faut que les collègues comprennent, il faut que les enseignants comprennent et s'adaptent. Donc, acculturer l'environnement. Ouais. Une fois que l'entourage et l'environnement comprend, il y a beaucoup moins de problèmes. Une autre anecdote, je rencontre un ami et donc à la suite d'un office religieux, on discute et il me dit oh là là, ça va pas bien, on m'a mis avec, il est dessinateur et il me dit on m'a mis avec un collègue, il est insupportable, je fais un dessin, il est en train de venir, il regarde, si j'oublie un millimètre à un moment, il me dit bah tiens tu t'es trompé là. Il me dit à peine bonjour, il vient pas à la pause café, bon enfin il me décrit la personne. Et je lui dis mais est-ce qu'il est pas autiste ton collègue? Non, à l'époque je disais Asperger. Il me dit quoi Asperger? Enfin bon, alors je lui ai passé des documents sur Asperger au travail. Et il est revenu 3 semaines après, on s'est revus. Il me dit ah là là, c'est exactement mon collègue. Alors maintenant c'est simple. S'il vient voir mon dessin industriel, je lui dis non pas maintenant, pas de problème. Par contre, quand j'ai fini, je lui demande de le voir. Il voit tous les défauts. Je rends un dessin nickel. Moi, ça me gagne du temps. Si je veux aller à la pause café avec lui, on attend que tout le monde soit parti. Je le préviens, dans un quart d'heure, on y va. Et puis, aucun problème. Si je veux qu'il me dise bonjour, je me plante devant lui, je le regarde, je lui dis, je te dis bonjour, tu me dis bonjour. Bonjour. Mais une fois qu'il a compris, il s'est adapté et ça s'est bien passé. Donc, faut que l'environnement comprenne, faut une sorte de traduction entre deux mondes, hein, bien sûr. Les personnes avec autisme s'adaptent par la force des choses. Il faut que les autres comprennent et s'adaptent aussi. Je pense effectivement c'est possible. Moi, dans mes métiers, je fais du conseil d'entreprise, de direction, des transfos, du bazar, transformation. Et j'ai eu plusieurs fois des personnes dans les DRH, enfin qui me connaissaient sur la neurodiversité, qui m'ont demandé de faire ce job. De traduction, d'acculturer les services, les lignes managériales, mais des gens neurotypiques, c'est-à-dire que je dis que même si souvent je critique les personnes à problème et neurotypiques, mais aussi les HPI, j'ai trouvé des gens de bonne volonté, neurotypiques de bonne volonté, qui me disent Fabrice, on sait pas, explique-nous, ou je leur fais de la sensibilisation, de l'acculturation, ou les équipes de proximité si c'est pas aller trop loin sur les tensions. Donc, je pense vraiment qu'il y a de l'espoir, à condition de rentrer ça dans les cultures locales pour les entreprises, c'est les RH, la qualité de vie au travail, les risques psychosociologiques et tous ces programmes en cours. Je pense qu'il y a de l'espoir. C'est pas gagné, parce que ça crée des tensions, des jalousies ou un certain nombre de choses, comme pour la douance. Mais je pense qu'il y a vraiment des marges de manœuvre, ce que vous avez fait, en fait. Mais ce que vous avez fait en le faisant aussi simplement, c'est-à-dire personne ne le fait exprès. Ça peut créer des incompréhensions de part et d'autre, mais alors il y a du boulot. Hein. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Mais et sur la partie prise en charge, donc si je viens chercher chez vous la partie psychanalyste, thérapeute, est-ce que vous trouvez des invariants? Est-ce que vous faites des constats sur cette population, soit en termes de problématiques, soit en termes de solutions? Est-ce que ces gens-là se prennent en charge? Parce que pour moi, c'est important d'être chef de tout ce qu'on fait en travaillant avec des professionnels avertis et de bonne volonté, comme vous. Je peux pas faire une généralité. Ceux qui viennent déjà sont sensibilisés et ont déjà leur diagnostic en tête ou des hypothèses. Et il y a une grande variété. Tirer un trait commun, c'est simplement cette hypersensibilité sensorielle et ces efforts d'adaptation sociale. C'est vraiment ce que les gens me disent, mais après il y a toute une diversité entre ceux qui ont des besoins. Alors sur la prise en charge, c'est vraiment dans un premier temps comprendre, valider leur fonctionnement. C'est
quelque part normal, que c'est pas pathologique, que c'est pas bizarre, que c'est pas anormal, c'est simplement différent. Donner des explications et ensuite, en fonction, c'est une RQTH qui a des besoins d'adaptation sociale, c'est éventuellement orienter vers des psychologues qui s'occupent du couple, expliquer au conjoint comment fonctionne une personne avec autisme. C'est plein de stratégies différentes que moi je fais pas, que les coachs spécialisés ou que les psychologues spécialisés font. Là où j'ai une prise en charge spécifique, c'est s'il y a la fatigue chronique. Là, je peux évaluer et faire quelque chose sur le sommeil, sur le déficit attentionnel. Et tous les autres 10, c'est orthophoniste ou psychomotricien ou autre professionnel. Mais l'autisme n'est pas une pathologie, il n'y a pas de médicaments. Il y a souvent des troubles du sommeil. Donc, troubles du sommeil, c'est mélatonine entre 6 et 9 mg. Approximativement, s'il y a des personnes qui écoutent, il n'y a pas de dépendance, pas d'accoutumance, pas de toxicité. Et puis, cette fatigue chronique qui peut être multifactorielle, qui peut avoir des causes épuisement. L'épuisement diminue les défenses immunitaires, on peut avoir des infections chroniques, on peut avoir des candidoses chroniques, on peut avoir d'autres problèmes. Donc là, c'est à évaluer, bien sûr. Mais c'est du champ de la fatigue chronique, c'est pas du champ de l'autisme, même s'il y a une surreprésentation. Je pense qu'il y a souvent une confusion dans les deux. Pour les gens qui connaîtraient pas, vous pouvez expliquer ce que c'est la RQTH? RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, c'est-à-dire on a une incapacité. Le plus simple, je suis paralysé, je suis en fauteuil roulant, il faut une RQTH pour que l'employeur modifie mon bureau, puisse le rendre accessible et que je puisse travailler et rendre, et que l'employeur puisse bénéficier de mes compétences et que moi je puisse être salarié. RQTH, ça permet à l'employeur d'avoir moins de charges sociales et ça permet des adaptations de poste. Alors, des personnes avec autisme, j'ai un ami qui est recruteur dans une multinationale aussi, qui me disait, mais tes patients m'intéressent, Philippe. Alors, moi, quand j'embauche un ingénieur, soit il est compétent, il me coûte cher, soit il me coûte pas cher, mais il est pas compétent. Les tiens, non seulement ils me coûtent pas cher, ils sont compétents. D'où l'avantage pour une personne avec autisme d'avoir une RQTH. Mais pragmatique. Oui. Et puis alors, quand on est dans des environnements où les personnes connaissent l'autisme, alors c'est vraiment un plus. Mais un plus pour tout le monde, j'imagine. Un plus pour tout le monde, bien sûr. Attention avec des personnes à caractéristiques exacerbées. Je pense que ça peut être bénéfique. Moi, c'est ce que j'ai pu observer pour aussi les gens neurotypiques qui peuvent avoir des singularités et apaiser le climat, en tout cas réinterroger les modes relationnels. Oui. Et pour la RQTH, donc ça permet aussi d'être dans les MDPH, maisons départementales du handicap, qui accompagnent la prise en charge. J'avais une autre question qui peut faire parfois débat. Est-ce que vous faites la différence entre personnes avec autisme et personnes avec trait autistique? Alors, il y a peut-être une différence, mais moi je la vois pas. Non, là je vois pas. Enfin, les personnes que je vois ont cette hypersensibilité sensorielle et ces efforts d'adaptation sociale à faire. Non, je vois pas la différence. Moi non plus. Moi, j'ai des traits autistiques. Je suis allé voir une psy qui avait peur que je lui scanne le cerveau, mais jusque-là, elle avait raison. Et en gros, elle m'a dit, vous n'avez pas les fragments dominants, donc vous n'êtes pas autiste, donc ciao. Et j'ai souvent ça de professionnels. Donc, soit on est autiste, on coche toutes les cases, soit ça n'existe pas. En frontal, c'est l'hypersensibilité. Et je trouve que c'est plus subtil que ça. Ouais. Donc, les personnes font des efforts d'adaptation sociale et celles qui y arrivent donnent le change très très facilement. Et une dame que je voyais en consultation, je lui dis mais je ne vois rien. Vous me regardez, vous parlez, vous communiquez, vous avez de l'expression non verbale, le visage est expressif, votre voix est modulée.
Mais elle me répond, mais docteur, après une séance avec vous, il faut que je me repose 4 heures derrière. Donc là, effectivement, cet effort d'adaptation sociale, on ne le voit pas. Moi non plus, je le vois pas. Et mais il est réel, il existe, et c'est ça qui est l'une des signatures, c'est cette surutilisation de l'effort d'adaptation sociale chez les personnes autistes. Et puis alors, si je comprends bien, on dit très autistique quand la personne réussit, et on dit autiste quand c'est rien de mal. Voilà. Mais en fait, pour moi, ça fait partie du même package avec des compétences différentes. Moi, je parle de très autistique quand il n'y a pas tout sur les cartographies, puis j'essaie d'être prudent, hein, je suis pas un psychiatre, et puis après, j'oriente les gens vers des neuropsys spécialisés, des psychiatres spécialisés, parce que c'est chacun son job. C'est-à-dire que moi, je fais les prises en compte, mais pas les prises en charge, sauf sur les modes relationnels et ce que je sais faire. Est-ce que vous voyez des singularités quand les personnes avec autisme sont aussi HPI ou pas? Est-ce que je peux répondre juste avant? Oui, bien sûr. C'est que le problème de la psychiatrie, c'est qu'on est une science molle, comme dirait Christophe Andelat dans ses émissions. Ouais. C'est-à-dire, on n'a pas d'IRM, scanner, biologie pour dire oui ou non autiste ou pas. Donc, on a juste ce qu'on sait, notre expérience, ce qu'on a lu, ce qu'on a pu observer chez les patients et ce qu'ils nous disent. Et le problème dans ce continuum entre d'un côté autisme et de l'autre neurotypique, il y a toute une variation et plein de gens là-dedans. Et c'est où est-ce qu'on va mettre le curseur là-dedans. Donc c'est notre difficulté, et qualifier quelqu'un oui ou non, ça va être compliqué, surtout en France où c'est encore très psychanalyste et où peu de professionnels connaissent l'autisme. Pour moi, c'est vraiment cette surutilisation des efforts d'adaptation sociale et cette hypersensibilité sensorielle. Après, il y a des tas d'autres critères pour argumenter et valider, mais c'est vraiment ça l'essentiel. Et qu'est-ce que j'ai... Oui, alors, quand on voit Rainman, il n'y a pas besoin d'être psychiatre pour faire le diagnostic. Donc, quelque part, je trouve que c'est abusif que le diagnostic soit réservé aux médecins. Il y a des gens qui sont psychologues, qui sont dans d'autres formations, qui ont d'autres compétences et qui ont plus de connaissances que les psychiatres. Mais oui. Donc, oui, allez-y. Pour aller sur les centres régionaux autisme, aujourd'hui, il faut au moins 2 ans ou 3 ans d'attente. Il faut le courrier d'un psychiatre. Rien d'autre. Je suis d'accord, mais voilà. C'est pas normal. Je suis pas forcément toujours dans mon camp. Je peux aussi tirer contre mes buts. Mais voilà, les personnes avec autisme n'ont rien à faire en psychiatrie, ni en médecine. C'est de la biodiversité humaine. Et en pathologisé avec des critères dans le DSM-3, je pense. Et puis, comment dire, oui, ce monopole des médecins sur le diagnostic me paraît abusif, surtout dans le cadre de l'autisme où des psychologues, des psychomotriciens en connaissent plus que beaucoup de médecins. On a la même chose sur la danse, hein. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur les adultes, et les adultes dans les organisations m'expliquent que comme je suis pas psy, je suis pas légitime, mais les psys sont pas formés, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de contenu, sauf qu'ils travaillent le sujet. Alors, deuxième chose, est-ce que je fais une différence entre HPI et, vous m'aviez posé une autre question que j'ai éludée, HPI et autisme? Non, ma question c'est, est-ce que vous voyez une différence quand TSA avec HPI ou TSA sans HPI? Je vois surtout ceux qui sont très HPI, franchement, impossible de les manipuler. Ça vous appellera. C'est-à-dire qu'on sent que la personne nous a scanné bien avant qu'on comprenne quoi que ce soit. Ouais. Et puis il y a les personnes, on se sent d'égal à d'égal, et puis il y a des personnes qui sont beaucoup plus déficitaires. Mais bon,
Enfin voilà, mais ça c'est du tout venant, il n'y a pas besoin d'études, c'est ce qu'on ressent et on perçoit. Ça fait partie de la biodiversité, enfin, je veux dire. Ah, moi, ça me va bien, la biodiversité. J'avais une autre question que j'arrive pas à résoudre pour moi. Alexandra Reynaud, qui a son blog sur Asperger, où elle et sa famille sont PHP Asperger. Elle fait un continuum entre la douance et le TSA. Je peux comprendre, mais j'arrive pas à défendre ça. Donc, je vois des liens, je vois un Oui. patrimoine commun, je vois des caractéristiques communes. On est sur la même planète, dans le même univers, pas avec les mêmes emmerdements, mais j'arrive pas à en faire un continuum. Alors pour moi, je vois, enfin, je connais plusieurs personnes HPI qui sont pas autistes parce que bah, socialisation, bah ouais, ça va. Enfin, ils sont passés la soirée dans une fête, ils ont même plus d'énergie après qu'avant. Euh, pour moi, ce sont deux choses différentes. Il y a des personnes, on va dire, douées, surdouées. Il y a des personnes avec autisme et puis il y a des intersections entre les deux, quoi. Donc, toujours pareil, c'est de la biodiversité et des mélanges. Mais je Non, fais mais pas un continuum. En gros, pour moi, c'est vraiment dyslexie des habiletés sociales pour quelqu'un qui a de l'autisme avec cette hypersensorialité, hyperactivité sensorielle. HPI, il y a une excellente intuition, une pensée en arborescence, avec ou sans autisme, quoi. Mais voilà, enfin, il y a des personnes HPI qui, au niveau social, c'est très intuitif et sans aucune difficulté. c'est fluide. Est-ce que pour vous, je reviens sur le TSA, la difficulté à regarder dans les yeux, ce qui est fréquent dans le spectre autistique, c'est soit regarder là, soit regarder Mmh. là, soit regarder là, Mmh. soit en point Mmh. derrière, soit un œil Mmh. sur deux, soit tout Mmh. fixé parce que la personne, on l'a Mmh. culpabilisé pour regarder les yeux. Est-ce que pour vous, c'est un invariant sur le TSA ou pas du tout? Aucune idée. Aucune idée. C'est, pour moi, c'est périphérique, c'est-à-dire, quand je le remarque, ou quand les gens m'en parlent, souvent ils me disent que c'est pour mieux se concentrer. Ils peuvent De pas par oui, regarder et se concentrer. Mais pour moi, comment dire, c'est pas important parce que c'est pas forcément ce qui les gêne le plus. Ça peut gêner l'environnement, mais pas les personnes. Ce qui est gênant, c'est cette dyslexie, enfin, je me répète, un dyslexie des interactions sociales, cet effort d'adaptation sociale, les bruits, les lumières, enfin, cette hypersensorialité, pas comprendre les autres, le harcèlement. Mais regarder ou pas regarder, franchement, s'ils pourraient ne pas regarder et qu'on leur dise rien, ça serait sympa. ah oui, oui, je suis d'accord. Je partage. Ouais. Ce que vous venez de Et, dire dans les caractéristiques, on l'a déjà sur HPI. C'est-à-dire les hypersensorialités ou les hyper dont parle d'Abrofti, les déconnexions. Alors, peut-être pour les HPI, c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils trouvent ça totalement abruti, superficiel et sans intérêt. À l'arrivée, ça alors, peut faire autre chose. ouais, mais alors, le problème, c'est l'étiquetage. Ah ben C'est-à-dire, oui. moi, je vais l'étiqueter autisme, et d'autres personnes vont l'étiqueter HPI. Enfin, moi, je vais étiqueter HPI et autisme, et d'autres HPI seul. Mais voilà, tant qu'on n'a pas une prise de sang, ou j'ai l'habitude de dire, tant qu'on pourra pas faire des autopsies sur le cerveau des personnes, on pourra pas savoir. Après, on aura du mal à les réveiller, hein. Ouais, ouais. Pour les prises en charge, parce que vous avez une approche atypique du sujet, si on enlève la chimie qui j'observe peut parfois être aidante à condition d'être à petite dose contrôlée, surveillée, et pas n'importe comment par un professionnel. Si on met de côté la chimie, qu'est-ce qui est aidant pour une personne euh, TSA en particulier, ce sont elles les plus touchées. Alors, TSA, ce qui aide le plus, c'est l'environnement. C'est, si l'environnement comprend et s'adapte, c'est absolument génial. Enfin, je connais des personnes avec troubles du spectre de l'autisme qui fonctionnent très bien parce que le couple fonctionne bien, le conjoint s'est adapté, les enfants ça va, le boulot ça va très bien, ils se sont adaptés aussi. Pas besoin de consulter, pas besoin de faire un diagnostic.
Les gens vivent comme tout le monde, hein. Et si vous faites une prise en charge non médicamenteuse, qu'est-ce qui va aider le plus? Alors, je suis hors contexte, donc j'aime pas les questions telles que je viens de les poser. Mais surtout, je vous laisse y répondre. Les personnes avec autisme, ça fait partie de la biodiversité, c'est pas une pathologie. Si la personne a des troubles du sommeil, ben c'est essentiellement mélatonine. Si ça marche pas, ben il y a d'autres plantes et d'autres huiles essentielles qui peuvent aider. Et j'évite les classiques, les Scolcia, le tilleul, il y a l'huile essentielle de lavande officinale. Ce qu'on fait en phytoaromathérapie de façon tout à fait classique et habituelle chez tout le monde. Pour le déstress. Bon. Pour la partie déstress, des huiles essentielles. Pour le sommeil. Ah, pour le sommeil. Ouais, c'est en association, c'est sédatif. Et donc c'est des personnes normales avec un autisme qui peuvent avoir soit de l'anxiété, donc c'est plutôt tout ce qui augmente la sérotonine, qui peuvent avoir des obsessions pareilles, médicaments synthétiques ou naturels, qui peuvent avoir des troubles post-traumatiques. À ce moment-là, on peut faire de l'EMDR ou des techniques d'hypnose. Je le fais pas, mais je réoriente. Il y a des plantes et des médicaments qui peuvent aider à baisser tout ce qui est reviviscence. Voilà, ce sont des personnes, sont des êtres humains que l'on traite avec des troubles anxieux, des troubles post-traumatiques, des troubles des dépressifs, de la fatigue chronique, des choses comme ça. Alors, je vous remercie et peut-être rappeler que ce que vous dites, c'est pas du fait de la personne, c'est du fait de l'environnement. Oui, alors je continue. Je peux continuer. Juste, oui. Je viens d'y penser, mais alors, les enfants avec autisme qui ont un déficit attentionnel, de l'impulsivité et de l'autisme, cette hypersensorialité, réactivité sensorielle et sociale, peuvent faire des grandes crises de colère ingérables pour l'enfant, ingérables pour l'environnement. On peut éviter les neuroleptiques qui baissent la vigilance, qui effectivement font cette camisole chimique et quand il y a des crises, ils cassent pas tout parce qu'ils sont ralentis, ou apaisés ou sédatés. Mais méthylphénidate et les plantes psychostimulantes peuvent tout à fait aider et sont plus efficaces, il y a moins de crises, il y a moins d'impulsivité, ils sont réveillés, ils peuvent continuer leurs apprentissages et il faut vraiment penser aux stimulants chez ces enfants-là qui ont des colères ingérables. Les neuroleptiques calment, mais il y a quand même des effets secondaires, prise de poids, constipation, bouche sèche, baisse, trouble cognitif, baisse de la vigilance. Si on peut éviter, pour les médecins conventionnels, la Ritaline marche très 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 bien. C'est spectaculaire et si on veut faire plantes et phyto, faut trouver des plantes, des gens qui connaissent les plantes et prendre des plantes stimulantes. C'est quoi le CBD, des trucs comme ça? Alors, je connais moins le CBD, mais ça peut être ginseng, ashwagandha, l'eutérocoque, bacopa, L-théanine sont les principales plantes que j'utilise, qui sont moins spectaculaires que la Ritaline, mais qui peuvent aider. Alors pas tout le temps, mais ça peut aider. Donc, si les gens sont intéressés, parce qu'il vient d'avoir un paquet intéressé, donc faut vraiment aller voir des professionnels qui travaillent avec ça, ouais, en naturopathie. Moi, j'ai un mini hôpital chez moi, donc j'ai plein de trucs dont vous parlez, mais je travaille avec des médecins et des amis. Je avance sous contrôle, même si j'ai toujours tenté d'expérimenter plein de trucs. Alors, juste pour être général, quand on voit la démographie médicale, elle va encore baisser pendant 10 ans. Et si on garde le même taux de recrutement, en tout cas des médecins, c'est une pénurie qui va rester sur 50 ans ou 100 ans. Donc, faut vraiment trouver des gens, connaître les plantes, se former ou les huiles essentielles, ou trouver des gens qui ont les formations, même non médecins. Si on a le diagnostic par un médecin, par quelqu'un qui s'y connaît, faut vraiment trouver des gens qui nous soignent par les plantes parce que les médecins, ça va être très, très difficile. Et
Voilà. Mais bon, Donc, ça, ce sont des plantes qu'on trouve en pharmacie ou qu'on trouve avec des naturopathes par... les deux. On peut trouver en D'accord. pharmacie, en boutique bio et plutôt en herboristerie. Je préfère en général parce que ce sont des gens qui ont les formations adéquates. Sur l'herboristerie, ouais. Oui, oui. En général, ils ont dû lutter contre vents et marées pour pouvoir ouvrir leur boutique. Subir les plaintes de l'ordre des pharmaciens qui leur reprochent de ne pas vendre de produits synthétiques. Ouais. Bon. Donc plutôt des gens, on va dire, engagés. Je connais, j'ai ça dans mes réseaux. Mais à chaque fois, il faut rester effectivement confidentiel pour pas trop les exposer. Mais alors, peut-être effectivement, je vois ça et c'est ce que me disent mes amis médecins, c'est une catastrophe. Ils sont tous surbookés, mais les médecins, les psychiatres, les psys, tout le monde est sous l'eau. Il y a même plus la possibilité de prendre un rendez-vous pour un certain nombre de professionnels. Quid de l'automédication? Ah oui, c'est très bien. Comment dire? Alors, enfin, moi, je suis entièrement pour, c'est-à-dire que je donne l'information aux patients. Ah oui, mais ça, c'est plus de l'automédication. Bah, l'automédication, je la fais, mais je suis médecin. Dans mon entourage, les gens ne sont pas médecins et font de l'automédication, et pour moi, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que les gens prennent des informations, se connaissent très bien, sont les experts de leurs problèmes, et c'est ce qu'on fait tous, de l'automédication. Enfin, je veux dire. Ah, mais je suis d'accord, moi je fais que ça. Mais comme j'aime bien étudier, je vais chercher des professionnels qui vont me challenger réciproquement. Mais je pense que c'est super important. Mais beaucoup de professionnels, entre guillemets, considèrent que on n'a pas le droit, qu'on est ignorant parce qu'on n'est pas docteur ou psychologue ou autre chose. Y Alors, compris. juste une Allez, chose, c'est que les gens sont experts, enfin, les gens vivent 24 heures sur 24 avec eux-mêmes. Et on a une source d'information avec Internet qui est absolument géniale. Il faut juste savoir où trouver l'information, demander à ceux qu'on connaît au réseau ce qu'ils en pensent, croiser les informations. Nous, on a une foule d'informations qui est absolument extraordinaire. Donc l'automédication, ouais, très bien. Très très bien. Enfin, ah non, mais c'est quand on n'y arrive plus qu'on voit un médecin ou un phytothérapeute ou un naturopathe. Mais oui. et vu l'avenir de la santé en France ou de la maladie, il y a intérêt à vite rapatrier de la compétence personnelle. Alors, je pense on est plutôt dans une ère d'autonomie et il faut savoir faire de l'automédication, connaître les plantes, savoir les préparer. Ça gagne du temps, c'est bien pour soi-même. On fait beaucoup plus attention et on échappe à l'influence industrielle que l'on retrouve et dans le monde agricole et dans le monde médical. Enfin, ça, c'est le parallèle que je fais. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre le monde médical et le monde agricole avec cette influence industrielle. Et il faut trouver les moyens d'y échapper. Mais je dis bien, Ce sont les mêmes groupes. En plus, ce sont les mêmes groupes maintenant. Ouais.